Docteur Eli Carmon, chercheur à l'Institut international de lutte contre le terrorisme à l'université Reichmann d'Israël. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur RCJ. Dans un premier temps, on a appris aujourd'hui que Mojtaba Khamenei, celui qui avait été désigné comme le successeur de l'ayatollah Khamenei, n'était pas dans de bonnes conditions physiques. Ça a été confirmé. Dans cette perspective-là, la stratégie israélienne de frapper les têtes du régime iranien, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui affecte considérablement le régime? Si je me rappelle bien, il y a eu une directive ou une demande du président Trump de ne pas toucher à Mojtaba Khamenei. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il croyait peut-être qu'il doit y avoir quelqu'un qui donne des ordres et atteint une négociation, c'est participe à cette négociation que le président veut tellement. Donc, selon ces dernières informations, il serait très gravement blessé et se trouve à Qom. Déjà, on savait qu'il était blessé, on ne savait pas dans quelle mesure, mais en fait, ceux qui dirigent aujourd'hui les actions militaires et les décisions stratégiques enfin du régime, c'est probablement une junte des gardes révolutionnaires islamiques. Le président, qui toujours a eu une fonction plutôt civile, si vous voulez, il n'avait pas plus d'influence sous les ordres de Ali Khamenei, le ayatollah, le leader spirituel. Et donc, il paraît que les négociations que le président Trump mène, ce sont avec ce président et avec le ministre des Affaires étrangères qui se trouve quelque part à Téhéran. Il y a des négociations probablement directes, ou des contacts directs de Woodcock et Jared Kushner, et d'autre part, il y a une médiation de l'Égypte, le Pakistan et la Turquie. Je ne sais pas si les deux canaux diplomatiques sont les mêmes, mais pour le moment, je ne vois pas que les Iraniens acceptent les conditions du président Trump. Et ces négociations, du côté, d'Israël, elles sont vues d'un mauvais œil. Le fait que, on puisse peut-être arriver à un cessez-le-feu, à une fin de la guerre, ça pour Israël, c'est pas une bonne option? Bien sûr, si on arrête maintenant, sans qu'il y ait une solution du problème des 450 kilos d'uranium enrichi qui se trouve quelque part enfui sous la terre, dans un endroit secret. Peut-être ils ne sont même pas dans le même endroit, c'est-à-dire il y a plusieurs endroits où on cache cet uranium. Et deuxièmement, il n'y a pas de solution pour la construction future de missiles de longue portée en grande quantité. Pour Israël, ça c'est une menace stratégique et je pourrais dire même existentielle. C'est là la raison principale de l'actuelle guerre. Parce que durant la guerre de juin 2025, ces deux problèmes n'ont pas été résolus. On a fait peut-être, on a exagéré les succès de cette campagne de juin 2025 et nous nous trouvons à un moment où il n'y a pas surtout de solution sur ce problème, mais aussi sur le problème des actions de l'Iran à travers les proxies. C'est les Houthis, le Hezbollah, les groupes pro-iraniens en Irak et même le Hamas et le djihad islamique palestinien. Et on voit que justement ces proxys continuent à attaquer Israël, surtout le Hezbollah et même les Houthis. Le Hezbollah, vous l'estimez pas aujourd'hui, suffisamment affaibli? Écoutez, personnellement, j'ai pensé que la campagne militaire que Israël a menée en 2024 contre le Hezbollah n'était pas décisive, dans le sens qu'on avait occupé une partie infime du sud du Liban, et ensuite on est arrivé au cessez-le-feu. À l'époque, on avait dit que 70, peut-être plus, de l'arsenal de missiles de longue portée du Hezbollah était détruit. Moi, j'avais pensé à l'époque, et je pense encore aujourd'hui, que ça a été une faute de ne pas occuper tout le sud du Liban jusqu'au Litanie et aussi détruire par une action terrestre les endroits où se trouve cet arsenal, c'est surtout dans le Bekaa,
C'est clair que c'était une opération beaucoup plus difficile, mais on se trouve maintenant dans la même situation, encore pire, parce qu'il y a maintenant un deuxième front. Le front principal, c'est avec l'Iran. Et Tzal n'était pas préparé peut-être pour ce Hezbollah invigoré, si vous voulez, plus vigoureux, plus décidé de s'allier avec son patron, l'Iran. Il y a eu, depuis le début de cette opération, israélo-américaine, Rugissement du Lion, 19 morts, civils, 19 morts, en Israël. Est-ce que, vous avez l'impression qu'au niveau, international, ils sont perçus, comme les victimes du terrorisme et du terrorisme, de la République islamique d'Iran? Je crois que la communauté internationale, tous les pays, surtout ceux qui sont pays occidentaux, comme on les appelle, surtout en Europe, aux États-Unis, et même quelques pays comme la Corée, le Japon, l'Australie, considèrent le régime comme un régime dangereux. Et on a vu que l'Iran n'est pas dangereux seulement pour Israël, mais il a construit un arsenal de missiles qui déjà atteint l'Europe. On a vu qu'on a atteint le Chypre, la Turquie qui est membre de l'OTAN. Et la réponse, si vous voulez, des gouvernements européens surtout, a été très mitigée dans le sens que les pays européens ne veulent pas intervenir à côté des États-Unis d'Israël. Et je crois de nouveau que c'est une stratégie qui fera faillite si on détruit le régime. Le problème, c'est qu'à ce stade, c'est difficile de voir comment provoquer un changement de régime. Je crois que cette guerre n'a pas été préparée de manière, disons, bien pensée, en tenant compte de ce que c'est l'Iran, un pays énorme avec 90 millions d'habitants, avec 45% de minorités, surtout les Kurdes, les Barouches et les Azéris, et même les Arabes. Le régime a su très tôt, au moment où le président Trump a voulu tenir compte, ou il a voulu prendre en considération la fin du régime en aidant la population rebelle, ils ont décidé de massacrer 30, 20, 30, 40 000 citoyens de ces citoyens et pour provoquer, disons, la peur, une peur énorme. Et justement, durant cette guerre, cette population a des difficultés de se révolter. On a vu que, selon le président Trump, on a envoyé des armes pour aider peut-être surtout les Kurdes, mais c'est pas clair où les armes se trouvent. Et même, on n'a pas pris en considération que les États-Unis et l'Occident ont trahi les Kurdes en Syrie en se retirant et en laissant le régime de président Bachar, un régime pro-turc, de contrôler la région kurde. Et cela explique pourquoi les groupes turcs qui se sont réunis dans une coalition de 5 groupes probablement ne sont pas prêts encore à intervenir militairement contre le régime à Téhéran. Et il faut mentionner ce que pendant les dernières années, les ondes de rébellion ont commencé dans le territoire kurde. Par exemple, la jeune femme qui a été tuée il y a, je crois, 3 ans et qui a provoqué la grande onde de rébellion des femmes a commencé dans la région kurde. On parle beaucoup d'un nouveau Moyen-Orient qui serait en train de se dessiner, notamment depuis le 7 octobre, et ça continuerait avec cette guerre contre la République islamique d'Iran. Est-ce que vous avez l'impression que ça a déjà changé certaines dynamiques, notamment un renforcement de partenariat entre Israël et certains pays arabes? En principe, ça pourrait être vrai, réalisable, dans le sens que les pays du Golfe surtout ont vu que les États-Unis sont intervenus, mais ils n'ont pas tenu compte de la demande des pays du Golfe de ne pas provoquer la guerre. Mais ensuite, on voit que des pays comme l'Arabie saoudite et les Émirats sont touchés par les attaques militaires de missiles, de drones iraniens.
Et en fait, c'est clair que si le régime à Téhéran reste au pouvoir et continue cette stratégie d'activisme et d'agression, ils devront se réunir. On a parlé dans le passé, on parle aujourd'hui dans une sorte de NATO euh, du Golfe, mais on sait qu'il y a des divergences. Par exemple, le Qatar est prêt à négocier avec les Iraniens, comme dans le passé, le même pour l'Oman et peut-être même le Koweït. Et donc, si le régime sera affaibli, le régime de Téhéran sera affaibli de façon euh, très importante, et il devra s'occuper d'une sorte de reconstruction de cette infrastructure détruite. Peut-être sera plus facile pour les pays du Golfe de se réunir avec Israël dans une coalition qui peut être formelle. Si l'Arabie saoudite, par exemple, entre dans les accords d'Abraham, ou informelle, comme par le passé, mais plus étroite du point de vue militaire et stratégique. Il y a le problème aussi de la Turquie, parce que la Turquie, qui paraît intéressée dans une axe sunnite contre l'Iran et surtout pour une hégémonie turque dans la région, la Turquie a déjà des contacts avec l'Arabie saoudite, l'Égypte et le Pakistan. Et donc, on verra quel axe sera, disons, accepté ou souhaité par les pays du Golfe et l'Égypte. Et si cette coalition sunnite, moi je dirais radicale, pourrait empêcher une coalition beaucoup plus ouverte et beaucoup plus pro-occidentale entre Israël et les pays du Golfe. Dernière question, Élie Carmon, sur le soutien en Israël à cette guerre. On voit qu'il y a eu dans un premier temps une forme d'unité nationale. On a eu beaucoup de témoignages sur toutes les chaînes d'Israéliens qui disaient être prêts à ce que ça puisse aller jusqu'au bout. Là, après près de 40 jours de guerre, est-ce que ce soutien à la fois politique et sociétal, il est en train de s'essouffler? La population israélienne, le peuple israélien est prêt à un grand sacrifice pour tenter de détruire cette menace existentielle. Parce que depuis 47 ans, le régime de l'Iran, qui n'a pas même une frontière commune avec Israël, a décidé qu'un des buts majeurs de ce régime, c'est la destruction d'Israël. Et ils le font non seulement sur le plan financier, politique, de propagande, mais sur le plan militaire. Et on a vu comment le 7 octobre 2023, ils ont ouvert une campagne sur 7 fronts. Cela inclut d'ailleurs aussi la Cisjordanie. Le problème, c'est que une grande partie de la population voit que nous sommes dans une guerre depuis presque 3 ans. Ça a commencé avec la guerre avec le Hamas à Gaza, qui était le résultat justement de la stratégie de ce gouvernement, le gouvernement de Premier ministre Netanyahu, qui n'avait pas accepté une solution du problème palestinien et a joué sur la carte du Hamas, en aidant le Hamas de survivre pendant toutes ces opérations depuis 2009, en fait, qui n'ont pas donné de résultats. Et cela a continué par le fait que le gouvernement israélien n'a pas accepté de négocier la fin de la guerre contre le Hamas avec une solution palestinienne, c'est-à-dire une certaine participation soit de l'autorité palestinienne réformée, soit d'autres éléments palestiniens. Et cela a été imposé justement par le président Trump, mais on reste au milieu du chemin, du fait que le Conseil de la paix à Gaza ne fonctionne presque pas. Il y a maintenant, toutes les forces militaires sont concentrées vers l'Iran et le Hezbollah, et il n'y a pas d'avancement dans la solution du problème de Gaza, qui reste un problème majeur stratégique pour Israël et une menace stratégique pour Israël. Et Merci. donc, une partie de la population commence à comprendre que le gouvernement a fait des fautes stratégiques très graves, influencées par une certaine idéologie, par exemple la tentative d'annexion d'une partie du territoire
palestinien, de l'autorité palestinienne, qui a été rejeté même par les États-Unis, comme on l'a vu avec les déclarations du ministre des Affaires étrangères Rubio, le ministre des Affaires étrangères américain. Et donc, il y a déjà, comme il y a eu pendant la première guerre du Liban, certains citoyens qui considèrent qu'il faut arrêter la guerre et ils se manifestent contre cela. Malheureusement, Israël doit continuer, et moi que je soutenais toujours la solution palestinienne à longue portée, c'est-à-dire ce n'est pas une solution immédiate, mais quand même, aurait pu donner des fruits. Maintenant, en ce moment, dans le conflit, il faut continuer pour soit détruire le régime, changer le régime, qui est un processus très complexe, très difficile, qui prendra des mois, peut-être même des années, ou débiliter le régime de manière qu'il ne menace pas, surtout avec un projet nucléaire qu'ils avaient déjà commencé à accélérer. Donc il faut trouver une solution tant au problème de l'uranium enrichi et aussi la construction de missiles de longue portée par l'Iran. Et en même temps, il y a déjà une crise internationale économique, surtout la crise du pétrole et la question des étroits de l'Ormuz, que c'est les États-Unis et la coalition internationale qui doivent résoudre. Merci beaucoup, Élie Carmon, d'avoir été notre invité sur RCJ.